La COP16 biodiversité se referme donc, je vous le disais, sur un échec. Les participants réunis à Cali en Colombie n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le financement de la feuille de route fixée par l'humanité pour stopper la destruction de la nature d'ici à 2030. En revanche, les peuples autochtones ont obtenu une victoire historique. Ils réclamaient depuis longtemps la reconnaissance de leur rôle de gardien de la nature et c'est chose faite. Ils auront désormais un statut renforcé dans les futures négociations de l'ONU sur la biodiversité. Alors quel bilan peut-on tirer de cette COP16? On en parle ce soir avec nos deux invités en direct de Cali. Arnaud Schwartz, bonsoir. Vous êtes vice-président de France Nature Environnement, la Fédération française des associations de protection de la nature et l'environnement. Vous êtes présent à la COP16 au sein de la délégation européenne en tant que membre du Comité économique et social européen. Je précise que c'est la seule institution de l'Union européenne qui représente aujourd'hui la société civile dans tous les États membres. Et on devrait retrouver dans un instant Alexandra Rankovic, professeure de politique environnementale à Sciences Po, qui est donc avec nous, me dit-on dans l'oreillette, et que nous voyons apparaître à l'écran. Bonsoir à vous. Vous êtes également Alexandra Rankovic, cofondateur du think tank The Common Initiative. Une première question pour vous, Alexandra Rankovic, une première réaction. Quel bilan faites-vous de cette COP16 ? Alors, le bilan, je dirais, des dernières heures, c'est vraiment l'histoire d'un coup de théâtre. Hein, comme vous l'avez rappelé, ça a été suspendu vraiment alors qu'on était dans le moment dramatique qu'on attendait depuis des heures et des semaines, c'est-à-dire la discussion finalement, enfin, de ce texte après une nuit blanche, donc à 8 heures du matin passé, la discussion de ce texte sur les financements. Et écoutez, c'est un peu comme si on était en pleine finale de Coupe du Monde et qu'à la 89e minute, il y a une grande panne d'électricité dans le stade, qu'on suspende le match et qu'on doive le reprendre à la 89e, quelques temps plus tard, quand les conditions seront réunies. Donc le bilan, c'est que le gros dossier, finalement, le clou du spectacle, si je puis me permettre comme de le dire ainsi, on ne va pas l'avoir maintenant, ça va être dans quelques mois. Mais comme vous l'avez rappelé, il y a eu d'autres avancées sur des aspects plus procéduraux, je dirais, de la mise en œuvre, mais aussi sur des aspects institutionnels, d'inclusivité, et aussi pour faire un meilleur travail de fond sur la question des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Et ça, on va évidemment en parler dans un instant. Arnaud Schwartz, même question pour vous. On imagine qu'il y a quand même un petit peu de déception ce soir. Bonsoir, oui, c'est sûr que c'est un bilan mitigé. Alors, on peut être heureux pour la reconnaissance qui est accordée aux populations indigènes, aux communautés locales, aux personnes aussi d'origine africaine, mais d'un autre côté, on se questionne beaucoup quand on sait que énormément d'argent continue à être utilisé de façon néfaste pour la biodiversité et que tout cet argent, finalement, s'il était bien orienté, il réglerait le problème de la question qu'on se pose, c'est où trouver les moyens de mettre en œuvre les accords signés il y a 2 ans. Et effectivement, avant d'évoquer ce qui n'a pas fonctionné, on va parler d'abord de cette victoire obtenue par les peuples autochtones. Je vous propose d'écouter tout de suite l'une de leurs représentantes. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, un organe subsidiaire permanent sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones a été créé. Plus de 300 dirigeants du monde entier participent à cette COP et nous avons travaillé dur. Les négociations durent depuis 8 ans. Il s'agit donc pour nous d'un moment historique. Alexandra Rankovic, très concrètement, cette décision, qu'est-ce qu'elle va changer pour les peuples autochtones ? Ça va leur permettre plusieurs choses. Tout d'abord, d'avoir vraiment une instance. Disons que pour l'instant, pour le dire autrement, la prise en compte des connaissances des peuples autochtones était faite de manière très fragmentaire et elle était souvent dépendante de la bonne volonté des États eux-mêmes, c'est-à-dire et c'était aussi très, je dirais, tributaire de la bonne volonté du gouvernement du moment. Là, on a un organe qui, indépendamment des États-nations, va travailler directement auprès des communautés autochtones, donc leur donner, je dirais,
un organe, ce qui est le cas, voilà, de représentation permanente pour faire valoir et leurs connaissances, mais aussi c'est une manière de faire monter des revendications au-delà de la reconnaissance symbolique. Derrière, toute la question des droits fonciers, de la reconnaissance des territoires autochtones, etc., ça va leur permettre d'amplifier ces demandes et en plus, je dirais, de manière dans le processus avec des branchements formels pour faire rentrer ces éléments dans la discussion entre États et donc potentiellement entre les décisions. Moi, juste pour l'anecdote, les représentants des peuples autochtones font un travail. Vous savez, on a très souvent tendance à, en tout cas, c'est le cliché qu'on peut avoir, à les réduire à des statuts folkloriques. Hein, on va ramener un chaman, ça va inspirer, il va y avoir une jolie musique. C'est vraiment pas que ça du tout. Quand vous travaillez avec des représentants des peuples autochtones, sur leurs ordinateurs, ils ont des plus gros fichiers Excel que vous, avec des suggestions de langage pour les textes des Nations Unies qui sont en négociation, mais ils n'ont pas moyen de les porter eux-mêmes directement dans la salle. Ils sont obligés d'avoir des États qui vont potentiellement les soutenir, Ce qui n'est quelques pas représentants toujours le qui vont cas pouvoir prendre la d'ailleurs. parole. Pardon ? Ce qui n'est pas toujours le cas, le soutien des États. Ah non, non. En tout cas, malgré cette victoire pour les peuples autochtones, on le disait, la COP16 a dû être prolongée car le principal texte manquait toujours à l'appel, celui sur la manière d'atteindre l'objectif de porter à 200 milliards de dollars par an les dépenses mondiales pour sauver la nature, une somme absolument nécessaire selon le secrétaire général de l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Pour que le Fonds du cadre mondial pour la biodiversité soit pleinement mis en œuvre, nous avons besoin de beaucoup plus. Nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici à 2030, toutes sources confondues, nationales, internationales, publiques et privées. Il est évident que le financement est essentiel, mais le financement ne suffit pas. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une priorité politique au niveau des gouvernements, d'une priorité politique au niveau des institutions multilatérales et d'un engagement clair du secteur privé. Voilà, 200 milliards de dollars par an pour sauver la nature. Arnaud Schwartz, ce chiffre, il peut sembler un petit peu abstrait. D'abord, comment est-ce qu'il a été établi et surtout, est-ce qu'il est suffisant ? C'est un chiffre qui paraît peut-être élevé, mais il n'est pas si énorme que ça. Hein, quand on sait que rien qu'en France, chaque année, on dépense plus de 50 milliards pour l'armement. C'est franchement une humanité qui n'est pas capable de se sauver et de mettre les moyens vitaux en place pour son avenir et qui dépense plus dans les canons et les bombes. C'est elle qui scie la branche sur laquelle elle est assise. Alors comment ça a été calculé ça a été calculé avec vraiment de l'expertise. Après, c'est sûr, ça reste des calculs à une échelle pareille, c'est toujours très macro, c'est perfectible. Mais enfin, il faut quand même se rendre compte, c'est ce que je disais initialement, que pour l'instant, il y a énormément de moyens financiers sur cette planète qui vont dans le mauvais sens et qui détruisent, et que du coup, là, on s'échine à trouver de l'argent pour réparer ce qu'on casse par ailleurs. Donc on dépense 2 ou 3 fois les sommes qu'il faudrait si juste à la base, on évitait ce qui est nuisible. Mais concrètement, Arnaud Schwartz, vous qui êtes à Cali sur place et qui avez suivi cette COP16 de l'intérieur, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui fait que, notamment, parce qu'on sait que le bras de fer opposait plutôt les pays du Nord aux pays du Sud sur les moyens de financer justement cette feuille de route, qu'est-ce qui a bloqué? Quelles étaient très concrètement les positions des uns et des autres? Alors il y avait c'est très complexe hein, la question du financement dans le cadre de la COP. Là, je vais juste vous parler d'une partie de cette discussion qui concerne ce qu'on appelle en anglais les DSI. Ça va être tout ce qui tourne autour des ressources génétiques et de la valorisation économique qui peut en être faite par certaines entreprises, par exemple celle de la cosmétique ou de la pharmaceutique. Ce qu'on demande dans le cadre de la COP, c'est de trouver un consensus pour créer un fonds international où des entreprises contribueraient au prorata de ce qu'elles gagnent sur ces ressources, qui sont quelque part le bien commun. Et il y a des pays qui n'ont pas attendu
que cela se mette en place ainsi et qui ont commencé à développer une législation nationale pour taxer les entreprises. Dans le compromis discuté entre les pays, pour le dire de façon un peu caricaturale, entre les pays du Nord et les pays du Sud, les pays du Nord proposaient que la contribution au fonds international par les entreprises soit une contribution volontaire. Donc, pas d'obligation parce que les États-Unis n'ont pas signé et que, du coup, les entreprises basées là-bas n'auraient pas eu à payer dans ce fonds. Donc, l'argument, c'était de dire on va faire un fonds avec une contribution volontaire et si on paye dedans dans ce fonds international, alors on est exempté de payer une taxe nationale si elle existe déjà. Or, les pays du Sud ont dit, ben non, du moins certains d'entre eux ont dit, ben non, nous on veut pouvoir quand même aussi faire valoir notre taxe nationale. Alors justement, sur cette question des pays du Sud, moi je me tourne vers vous à présent, Aleksandar Rankovic. On sait que plusieurs pays en développement, c'est le cas notamment du Brésil et de plusieurs États africains, réclamaient la création justement d'un nouveau fonds consacré à la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'ils jugeaient nécessaire la création de ce nouveau fonds ? Alors, c'est pas tellement que c'est pas eux qui l'ont jugé nécessaire. En fait, tous les États partis à la Convention, en 1992, c'est l'article 21 de la Convention, ont mis noir sur blanc qu'il fallait créer un organe financier, un fonds, un instrument qui serait cet outil qui centraliserait, je dirais, tout l'aspect financier et des discussions aussi sur où on récolte l'argent et comment on le distribue, etc. Sauf que ça fait à peu près 30 ans que cette discussion est renvoyée de COP en COP à la suivante. Et à la dernière COP à Montréal, l'idée que cette discussion allait apparaître très vite ces prochaines années, elle était sur la table. Donc là, le bras de fer, si vous voulez, c'est pour le résumer, le bras de fer, c'est les pays en développement qui aimeraient qu'on le crée tout de suite, les autres qui veulent qu'on continue de discuter et on verra plus tard. Comment expliquer la tension ? Oui. Pourquoi le désaccord ? C'est qu'en fait, concrètement, il y a pour les pays, il y a deux choses. C'est que les pays donateurs, entre guillemets, donc les pays développés qui, en droit international, dans le texte de la Convention, sont ceux qui sont censés contribuer plus, sont à peu près tous en austérité budgétaire aujourd'hui. Donc, de toute façon, et ils ont peur qu'on leur demande seulement à eux de faire cet effort. La géopolitique a changé depuis, et ça, c'était sur la table dans le paquet mis en discussion ce matin, il y a quelques heures. Il y a la question de l'élargissement de la base des donateurs. Donc, la question de la Chine et des gros émergents est effectivement aussi, et donc le fait que ce soit à eux aussi de contribuer et d'aider les pays en développement. Ça aussi, c'est un point contentieux, c'est compliqué à discuter. Et le point, je dirais, si on dézoome, ça rejoint le point fait précédemment par M. Schwartz sur les subventions. Alors justement, venons-en aux subventions, parce que je voudrais quand même interroger M. Schwartz sur le sujet, puisqu'il a commencé à l'évoquer, cette question des subventions néfastes pour l'environnement. Elle a été assez peu traitée finalement lors de cette COP16. D'abord, Arnaud Schwartz, de quoi parle-t-on précisément lorsqu'on parle de subventions néfastes pour l'environnement ? On parle un peu de l'éléphant dans la pièce, quoi. Celui qui est là et qui bouscule tout, mais dont on parle très peu. Enfin, là, c'est bien, on l'évoque. C'est par exemple quand il y a de l'argent public qui continue à aller de façon très massive sur, par exemple, du transport routier plutôt que sur du transport ferroviaire de marchandises. C'est par exemple aussi quand il y a de l'argent public qui continue plutôt à aller très massivement sur une agriculture qui cède de béquilles chimiques plutôt que sur une agriculture qui va s'appuyer sur la nature. Pour ne donner que deux exemples relativement faciles à comprendre. Et ça, on peut, ces subventions nocives, les chiffrer aujourd'hui, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne ?
Oui. On peut le faire et ça a été fait par le programme des Nations Unies pour l'environnement à l'échelle planétaire. Et quand ils ont tout additionné, ils se sont rendus compte qu'il y a plus d'argent public aujourd'hui qui sert à détruire la nature que ce qu'il faudrait comme budget total pour mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité. Et ce qui veut dire, on imagine qu'il faudra donc attendre la prochaine COP, la COP 17, en 2026, en Arménie, pour pouvoir remettre tous ces sujets sur la table. Merci beaucoup à tous les deux. Arnaud Schwartz, vice-président de France Nature Environnement, membre du Comité économique et social européen. Et merci à vous, Aleksandar Rankovic, professeur de politique environnementale à Sciences Po et cofondateur du think tank The Common